magnificence of the Ambersons began in 1873. Their splendor lasted throughout all the years that saw their Midland town spread and darken into a city. In that town, in those days, all the women who wore silk or velvet knew all the other women who wore silk or velvet, and everybody knew everybody else's family horse and carriage. Aujourd'hui, j'ai l'impression que je pourrais me trouver dans le quartier Amberson, dans une rue bordée de maisons victoriennes jadis à la mode, dans une ville qui est devenue grande et prospère en fabriquant les premières automobiles et toutes leurs nombreuses pièces, jusqu'à ce qu'elles tombent sur le point de faire dans l'ombre de la révolution industrielle. En fait, je suis dans la rue natale de le réalisateur du film, Orson Welles, qui est né le 6 mai 1915 à 7 heures du matin à la maison de ses parents à Kenosha, une ville portuaire au bord du lac Michigan, dans l'État du Wisconsin, au centre de l'Amérique. Et voici la maison où il a pris son premier souffle et où sa célèbre voix a poussé son premier cri. Que se passe-t-il, Eugène? J'ai appris que quelqu'un d'autre avait un magasin de voitures sans chevaux dans un quartier de banlieue. Ah, je suppose qu'il ne vous reste plus qu'à plier boutique. Ou alors vous avez conclu un accord. Dans ce cas, bientôt nous ne pourrons plus marcher dans les rues. Non, mais il faudra rapidement agrandir les rues, Major. L'automobile obligera les hommes à prolonger leurs rues jusque dans les champs. J'espère qu'il n'en sera pas ainsi, parce que si la population pouvait se déplacer aussi facilement, la valeur du terrain et des maisons dans cette partie de la ville subirait une baisse catastrophique. Autrement dit, vos machines infernales risquent de ruiner tous vos amis. Sincèrement, croyez-vous qu'elles vont changer la face des choses, Eugène? Elles la changent déjà et c'est un processus irréversible. Les automobiles... L'automobile est un fléau inutile. Qu'est-ce que tu as dit, Georges? J'ai dit que l'automobile était un fléau inutile. Elle ne peut provoquer que bruit et puanteur, et elle n'aurait jamais dû être inventée. Tu oublies bien sûr que notre ami Morgan en fabrique et qu'il en est l'un des inventeurs. Il sait bien que tu es distrait, sinon il pourrait s'imaginer que tu l'attaques. Je ne suis pas sûr que George ait tort au sujet des automobiles. En vérité, il n'est pas impossible qu'elle fasse faire un pas en arrière à la civilisation. Je me demande si elles sont nécessaires à la beauté de notre monde et à la vie spirituelle des hommes. Je n'en suis pas sûr. Mais l'automobile existe. Et il est presque acquis maintenant que notre univers sera profondément affecté par elle. Elle changera l'aspect de la guerre et sans doute aussi de la paix. Et je suis prêt à parier que la mentalité des gens sera bouleversée par l'automobile. Oui, il est possible que George ait raison. Il est possible que dans 10 ou 20 ans, elle soit tellement en vogue qu'elle envahisse notre terre et que l'homme devienne son esclave. Alors je ne pourrai plus défendre cet engin et je serai obligé d'admettre le point de vue de George. Que les automobiles n'auraient jamais dû être inventés. Orson était un descendant de plusieurs familles affluentes de Kenosha, et parmi ses proches se trouvaient des inventeurs, des innovateurs et des musiciens réussis. Ils attendaient d'un âge très jeune que Orson suive le même chemin. Son père Richard a inventé une lampe pour vélo. Son équipe a construit une voiture et il a été responsable des premiers bus motorisés à Kenosha. Mais pour beaucoup d'autres inventions, c'était une histoire très différente. He invented one of the early airplanes. He was an automobile manufacturer. He'd raced some of the early automobiles. And in fact, a picture I made, Ambersons, is partly based on him, not by me, but by Tarkington, who wrote the book, who was a friend of my father's. And my father was a kind of mad
playboy. He was well along when I was born. He was in his late 60s when I was born, so we went back to older and happier times. And when the Wright brothers came up with this thing, he said that that was a very good idea, but there was a basic fallacy, which was having the engine in the plane. Any fool could see that the airplane should be light enough and the engine should be on the ground, you see. So he built an airplane, which was in effect a sort of glider. Mm-hmm. And a friend of his, it wasn't his own car, had a Stanley steamer, which was the automobile worked by steam, you know, and with big wheels that could go over rough ground. And this plane was hauled along by the Stanley steamer with one of my father's servants as the pilot. So there are two pictures I have. One is everybody lined up before in front of the Stanley steamer and the glider, looking very happy. And the second one is the wreck of the airplane with everybody lined up looking just as happy. À Kenosha, Orson vivait à côté de ses arrière-grands-parents. Jacob Gottfriedson était un immigrant danois qui produisait le vinaigre et qui tenait un magasin de cigares et une minoterie. En 1856, il a acheté la moitié d'une malterie qu'il a transformée en une brasserie prospère. La grand-mère de Orson vivait à coin de la rue. Juste derrière ces murs se trouvait une salle de bal qui contenait une petite plateforme que le jeune Orson utilisait comme sa première scène. Orson aimait découvrir des personnages qui satisfaisaient de manière imaginative, ce qu'il appelait sa détermination à échapper aux conditions de l'enfance. Mais à l'approche de son 9e anniversaire, l'imagination ne lui permettait pas d'échapper à la maladie de sa mère, Béatrice, qui semblait s'aggraver au fil des mois. Craignant que sa mère soit sur le point de mourir, il évitait de la perdre de vue et sanglotait souvent lorsqu'il le faisait. Les pires craintes de Orson se réalisent lorsque, 2 jours après son anniversaire, sa mère est emmenée à l'hôpital où, 2 jours plus tard, elle meurt à l'âge de 43 ans. C'est incroyable d'être physiquement présente où Orson Welles s'était tenu une fois dans sa vie.
où il a pleuré. Sans doute, quand il s'est retourné de cette tombe, c'était vers une vie qui avait beaucoup changé. Mais il y avait une autre personne qui vivait dans la maison de Wells, son frère, aussi nommé Richard. 10 ans plus âgé que Orson, la vie de Richard ne pouvait pas être plus différente. Alors que Orson a toujours été traité comme un prodige, Richard a toujours été le mouton noir de la famille. Entre 1938 et la mort de son frère en 1975, les frères ne se sont rencontrés qu'une seule fois, lors d'un spectacle de magie d'Orson au Mercury Theatre. Richard est apparu et s'est porté volontaire pour skier en deux Marlene Dietrich. Et Orson a demandé au volontaire qui il était, et Richard a répondu « Ne connais-tu pas ton propre frère ?» La nuit dernière, j'ai fait un rêve. J'étais avec un réalisateur. Je ne l'ai jamais vu. Il restait caché dans l'ombre. Mais il m'a dit que nous allions faire ensemble un film sur les orques. Nous sommes allés dans un grand baissin qui contenait quelques orques captivées, et nous avons plongé dans l'eau pour nager avec elles. Lorsque nous sommes remontés à la surface, le réalisateur m'a dit « Ce ne marchera pas. Nous devons trouver des orques sauvages. » Je termine mon pèlerinage sur le lieu de naissance d'Orson Welles par une promenade sur la plage du lac Michigan, avec le vent, le ciel gris, les vagues qui s'écrasent et les mouettes qui chassent. Les maisons de la famille Wells, autrefois à la mode, se dresse juste derrière moi. Il est facile de me laisser croire que le réalisateur qui m'a rendu visite dans mes rêves la nuit dernière était Orson Welles lui-même, avec les images symboliques en noir et blanc. Certes, ce que j'ai trouvé à Kenosha, ce sont des éléments de la composition d'Orson Welles. Une étude des personnes qui ont formé son esprit novateur, inventif et artistique. Mais le monde des demeures seigneuriales n'est qu'une image d'Orson Welles. Pour le chercher vraiment, il faut plonger dans les eaux sombres et sans frontières de l'imagination.